Bonjour, habari za mchana. Hello, my name is Paul Curry. I'm a senior professional officer with ICLEI Africa. Bonjour, je m'appelle Paul Curry, je travaille chez ICLEI Africa. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur l'alimentation et l'économie circulaire. Bienvenue à toutes et à tous. Pour écouter notre webinaire en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interpretation et sélectionnez le drapeau français. Interpretation. Before we begin, Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous rappeler les protocoles pour ce webinaire. Nous allons enregistrer ce webinaire. Par conséquent, si vous participez à ce webinaire, eh bien, vous consentez à être enregistré. Je vais maintenant vous demander de vous présenter dans l'espace de discussion. Pourquoi vous vous intéressez à l'économie circulaire, ce que vous faites, votre poste. Et nous vous encourageons également à poser des questions dans la section Q&A, questions et réponses, en bas de votre barre de tâches Zoom. Pendant la discussion, n'hésitez pas, notamment à activer votre vidéo et à jouer avec votre micro, avec la fonction sourdine et activation du micro pour prendre la parole. Alors, pour aujourd'hui, nous allons peut-être pouvoir passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, pour présenter les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Comme toujours, nous essayons de demander aux différents participants ce qu'ils préfèrent manger. Alors, je vois que le riz est le grand gagnant, les fruits également, la soupe, les légumes, les mangues, les fruits, tout, le houmous, sushi, salade, pâtes, lentilles, etc. Donc, on a vraiment une grande variété de nourriture représentée. Maintenant, si on regarde les villes, on a beaucoup de gens du Cap, Johannesburg, Antananarivo, Pretoria, Nairobi, Lagos, Dakar, Quezon, Kampala. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Ce webinaire fait partie du African City Food Month, donc un mois pendant lequel on parle de nos commentaires, de nos ressources sur les questions alimentaires dans les villes africaines. On a notamment parlé de l'alimentation dans nos villes, les systèmes alimentaires résilients. La semaine dernière, nourrir nos villes. Et cette semaine, on se concentre sur les chaînes de valeurs alimentaires durables. Et la semaine prochaine, eh bien, nous nous concentrerons sur les jeunes, les femmes, l'innovation commerciale dans le cadre de l'alimentation en Afrique. J'aimerais remercier nos partenaires puisque cette campagne est organisée par ICLEI, FAO et RUAF. Et nous avons également des soutiens, à savoir Récolto, African Center for Cities, WWF, le Pacte de politique alimentaire de Milan, la Ellen MacArthur Foundation, entre autres. Sachant que cette semaine, nous allons nous concentrer sur les chaînes de valeurs alimentaires, nous aimerions nous pencher sur les sources alimentaires. Comment l'alimentation que nous mangeons dans les villes arrive sur notre assiette. Nous pensons que c'est un sujet essentiel, surtout que les Africains ne savent pas forcément à quel point leur nourriture a voyagé et les impacts que ça a sur la chaîne de valeur. On voit également que le concept de l'alimentation et de l'économie circulaire est en train d'émerger. L'idée derrière l'alimentation circulaire, c'est de repenser la manière dont ces matières impactent nos sociétés et contribuent à la chaîne de valeur. Ce qu'il est important de noter, c'est que l'économie circulaire ne se concentre pas uniquement sur la fin de vie des matériaux et la manière dont on gère les déchets, mais c'est plutôt tout un ensemble de stratégies sur la manière dont on peut créer un système qui mette en valeur et qui tire profit au mieux de la valeur des différents matériaux et matières. Et nous sommes ravis aujourd'hui de vous donner des
présentation de notre partenaire de la Fondation Ellen MacArthur, qui se concentre énormément sur l'économie circulaire et l'alimentation de manière générale depuis quelque temps, depuis même un certain temps. Euh, et à vrai dire, le mois dernier, ils ont organisé un grand atelier alimentaire et je vous encourage à visiter, le site internet puisque je vais mettre le lien dans l'espace de discussion. Je vais maintenant passer la parole à Nick Jeffries et Emma Cho qui, sont, hem, gestionnaires de projet dans le cadre de la Food Initiative à la Ellen MacArthur Foundation, la fondation Ellen MacArthur. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment. Bonjour. Je m'appelle Nick Jeffries. Je travaille à la fondation Ellen MacArthur à la Food Initiative. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'économie circulaire. Et vous avez également avec moi ma collègue Emma. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je m'appelle Emma. Je travaille également à la Fondation Ellen MacArthur et je travaille également sur cette initiative et je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. Nous espérons qu'il s'agira d'une session très interactive et que nous allons en apprendre beaucoup de vous, d'où que vous soyez dans le monde. Oui, merci Emma, merci de m'avoir rappelé cela parce que cette session, elle ambitionne et elle entend être, aussi interactive que possible. Nous voulons vraiment des échanges. D'ailleurs, nous avons eu des diapositives avec, vos aliments préférés. D'ailleurs, il y en a un ou 2 des aliments que je ne connaissais pas. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait marqué Sainé, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait quelqu'un qui avait marqué apparemment, hem, les chenilles. Donc, voilà, c'est autant de choses qui m'ont interpellée. Donc nous allons parler de l'économie circulaire et nous espérons que cela vous intéressera. Donc à nouveau, on veut vraiment que ce soit une session interactive aussi autant que possible. Donc nous allons vous demander de partager, quelques informations sur vous, qui vous êtes, où vous travaillez, pourquoi vous avez décidé de participer à ce webinaire. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'étendre nos activités, en Afrique et donc on est en phase d'apprentissage pour le moment. Vous pouviez nous partager avec nous quelques-uns de ces éléments, pourquoi je suis censée maintenant partager mon écran, je crois. Donc oui, dans l'espace de discussion, parlez-vous de nous et pendant que vous faites ça, eh bien, j'aimerais nous présenter, nous, ce que nous faisons, où nous sommes. Alors Emma et moi-même, nous trouvons sur l'île de Wight, une petite, île, au sud-ouest de l'Angleterre, à 2 heures, de Londres. On est, au bureau. On sort à peine de notre phase de confinement avec 30 ou 40% des équipes qui sont revenues au travail. On a beaucoup de précipitations, beaucoup de soleil. Nous n'avons pas de ville. On est connu pour les tomates, les cerises, l'ail et également l'orge pour la bière. Alors voilà à quoi ressemble notre île et pourquoi est-ce que nous sommes ici. Donc il y a 140 000 habitants sur l'île et Ellen MacArthur, avant de mettre en place cette fondation, eh bien, elle était navigatrice. Voilà sa photo après sa deuxième traversée du monde en solo. Elle a d'ailleurs battu un record. Donc, voilà pourquoi nous sommes sur cette île et voilà pourquoi nous nous appelons la Fondation Ellen MacArthur. Emma, je crois qu'il est temps que vous nous parliez un peu des participants que nous avons parmi nous aujourd'hui. Alors, on a plusieurs personnes qui travaillent au Mozambique, qui est en congé sabbatique. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont en train de répondre, à vrai dire, pour se présenter. Euh, L'université de Waterloo, je connais ça. Par ailleurs. Donc, on veut savoir votre nom, ce que vous faites à l'heure actuelle, quels sont vos intérêts, pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire, où vous travaillez. On a des docteurs, on a
des gens qui mettent en place des entreprises au Kenya, à Abu Dhabi. Bonjour, on a vraiment des gens de partout, hein. Il y a des gens qui veulent voir ce qui se fait chez vous et pour appliquer ce qui se fait dans les Émirats arabes unis. Donc vraiment, on a des gens de partout dans le monde, hein. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Nous sommes particulièrement intéressés pendant cette session d'entendre vos exemples d'initiatives ou d'entreprises locales. On essaie toujours d'en entendre, d'apprendre des systèmes d'économie circulaire. Donc, n'hésitez pas, on veut vraiment que vous partagiez avec nous ce type d'initiative, ce type de projet. Donc, je crois que nous allons peut-être maintenant passer à ce que nous avons au menu aujourd'hui. Alors, nous allons faire une petite introduction sur l'économie circulaire. Et ensuite, on va vous parler de l'agriculture et de l'alimentation. Comment est-ce que tout cela s'articule, en particulier en Afrique, puisque la plupart des gens qui travaillent dans l'agriculture. Et puis, nous parlerons de la Food Initiative, qui se concentre notamment sur les villes et leurs systèmes alimentaires. Et c'est probablement ce dans quoi vous travaillez, le domaine dans lequel vous travaillez également. Et c'est particulièrement intéressant dans le contexte africain, puisque la population urbaine d'ici les 30 prochaines années va doubler. Nous allons enfin vous parler de certains outils et la manière dont vous pouvez encore plus vous engager si vous voulez vous engager dans le domaine. Tout ce que nous allons essayer de faire, c'est vraiment vous aider, vous et vos organisations, vos associations, pour atteindre vos objectifs. Donc, il y aura au moins 2 sessions de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de discussion. Nous y répondrons le temps venu, le moment venu. Donc, quelques mots sur notre organisation. Nous sommes une ONG, 130 personnes qui travaillent dans cette fondation, 26 pays représentés, y compris le Sénégal et l'Afrique du Sud. Nous sommes pour la plupart basés au Royaume-Uni, mais nous avons également un bureau au Brésil, aux États-Unis et en Chine. Notre mission maintenant, eh bien, tout ce que nous faisons se concentre sur une refonte de l'avenir plus positif en utilisant le cadre de l'économie circulaire. Pas uniquement dans l'alimentation, mais nous nous concentrons sur l'économie en général. Donc, les emballages plastiques, l'environnement, la mobilité, la mode, et entre autres domaines. Mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur la technologie et l'aspect technique des choses et matériel, mais nous nous concentrons également sur le rôle de ce qu'on appelle les enablers, donc les acteurs qui vont vraiment jouer un rôle pour façonner cet avenir et cette transition pour un futur, un avenir positif. Voilà certaines personnes avec lesquelles nous travaillons, qui travaillent donc partout, qui viennent de partout dans le monde et dans du continent africain dans des domaines tout à fait différents. C'est simplement pour vous montrer à quel point l'économie circulaire est essentielle pour de nombreuses personnes qui travaillent dans des domaines tout à fait différents. Donc, avant de continuer dans cette présentation, il faut se poser la question de base, qu'est-ce que l'économie circulaire? C'est vraiment la base. Et avant que nous répondions à cette question, eh bien, nous voulions faire un sondage pour comprendre, pour avoir un tour d'horizon de ce que vous savez de l'économie circulaire. Donc, Paul, est-ce que vous pourriez commencer à montrer la première question du sondage, s'il vous plaît? Et voilà, elle est là. Que savez-vous de l'économie circulaire? Donc, est-ce que vous pourriez dire que vous n'en avez jamais entendu parler, que vous en avez entendu parler, mais que vous n'êtes pas tout à fait au fait des détails, que c'est quelque chose qui vous est très familier et que vous connaissez bien l'économie circulaire, ou bien que vous appliquez les principes de l'économie circulaire en pratique? Il semblerait que tout le monde en ait au moins entendu parler, donc c'est une bonne nouvelle. Après, la plupart d'entre vous en avez entendu parler. Un tiers vous y
vous vous y connaissez bien et on a quand même des gens qui appliquent les principes de l'économie circulaire. Donc on a quand même des gens qui sont au fait de l'économie circulaire et super, merci beaucoup. Alors on va partager directement les résultats, voilà, effectivement. Vous voyez? Oui, 7% des participants n'en ont jamais entendu parler. Et ensuite, on a les 3 dernières réponses qui se partagent quand même, la plus grande majorité des réponses, hein. Ryan, vous pouvez peut-être fermer le sondage maintenant? Ah super. Vous voyez la diapo? Magnifique. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout l'économie circulaire, ou si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, si vous en avez jamais entendu parler, euh, eh bien, nous allons peut-être commencer par parler de l'économie linéaire. On définit l'économie linéaire par une technique où il y a différents matériaux qui sont extirpés des terres, soit des minéraux, de l'eau potable, etc. Et on en fait quelque chose, soit ça peut être de la nourriture, mais également les produits qui restent ensuite dans l'économie. Et la plupart de ces produits, de ces ressources ensuite sont euh, mis à la poubelle, incinérés ou dans des décharges. Donc au final, on ne tire pas la valeur, le potentiel entier de ces produits, de ce qu'ils contiennent. Et ça, c'est présent dans tous les domaines de la société, virtuellement, y compris l'alimentaire. Ça, c'est un graphique que l'on a créé en 2018 sur l'économie linéaire. Là, à gauche, vous voyez donc ce que l'on extirpe de la terre. Donc là, on a l'eau potable, les produits phytosanitaires, la terre et l'énergie fossile. La terre, c'est également une des ressources que l'on est en train de réduire et de dégrader. Donc, on a une approche qui est assez linéaire à l'actuelle. Donc, on extrait de la terre et donc ça va polluer, c'est pas sain pour la planète ni pour les gens. Et en même temps, donc, on est en train de rendre, de transformer des matières premières en déchets. Eh bien, il y a pendant tout ce parcours, tout ce cycle de vie, quand même énormément de pertes de valeur. C'est ce que vous voyez. Et 2,7 millions de tonnes organiques dans les villes, 2,8 millions de tonnes et moins de 2% de ces euh, déchets organiques sont collectés pour les revaloriser. Et ça, c'est énorme parce qu'il y a tellement de déchets organiques avec des nutriments qui pourraient être mis à profit, à la fois dans le système alimentaire, mais même au-delà. En comparaison, quand on réfléchit à la manière dont on peut transformer le système, c'est là qu'on peut commencer à penser à l'économie circulaire. Nick en a parlé, l'économie circulaire, c'est vraiment la mission de notre fondation, au sein de la fondation Ellen MacArthur. Le but, c'est vraiment d'essayer de se détourner des déchets, de la pollution, de faire en sorte que les produits utilisés restent utilisés et régénérer les systèmes naturels et organiques. Donc, Nick, est-ce qu'on pourrait peut-être donner un peu d'exemples, parce que c'était peut-être un peu conceptuel, un peu théorique? Oui, bien entendu. Bonne idée. Euh, alors, dès que j'ai commencé à travailler dans l'économie circulaire, j'ai entendu parler d'un fermier, un agriculteur au Japon. Et il avait euh, des terres, il avait 4000 mètres carrés, pas grand-chose, et il a réussi à mettre en place un système d'économie circulaire en simplement ajoutant des animaux, notamment des canards. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Et on le sait que en Ouganda, euh, j'ai vu ferme une ferme qui avait un terreau assez pauvre, mais qui était quand même assez très rentable parce qu'ils arrivaient à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, cela était très positif et très sain pour la nature, mais également pour cette fermière.
ce qu'elle a fait, eh bien, c'est qu'elle a, en haut à gauche, vous voyez, on a des poulets et des cochons, et voilà comment elle s'est débrouillée. Elle a utilisé les excréments de ces animaux, elle les a laissés à l'air libre, elle les a ensuite couverts et elle, elle, elle est très consciente de la manière dont elle nourrit ces animaux. Elle a un autre champ dans lequel elle a des vaches. Elle utilise les bouses qu'elle transforme pour que ça lui donne un combustible de cuisine. Et ensuite, elle utilise le reste des matériaux organiques, des excréments dans son verger, notamment avec les bananes vertes. À nouveau, sa terre n'était pas excellente, mais grâce aux excréments de ces animaux, les bouses notamment, eh bien, elle l'utilise, elle collecte aussi les urines, mais également les vers de terre qui vont faire du compost. Et donc, c'est comme ça qu'elle arrive à vraiment rendre cette ferme de 4000 m² tout à fait rentable. En bas, à gauche, vous avez des photos de ces poissons, et l'eau circule dans des, dans des lits de légumes et elle fait pousser des tomates grâce au compost qu'elle obtient de ces différents sites dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et également, elle fait pousser du foin pour nourrir, du fourrage pour nourrir tous ces animaux. Donc, à nouveau, elle a une petite parcelle et elle arrive à réduire ses coûts, notamment pour nourrir les animaux, mais également elle réduit ses coûts liés à sa propre cuisine. Donc, c'est vraiment tout à fait circulaire, notamment parce qu'elle s'inspire des systèmes naturels et elle fait au mieux pour tirer le plus de valeur possible de chacun de ces centimètres carrés, mais également de chacun de ces éléments qu'elle cultive et qu'elle élève. Est-ce que toi, tu en as un exemple? Oui, j'ai un exemple sur les transformateurs de déchets. J'adore parler de cette entreprise parce que c'est vraiment une belle solution et en même temps, c'est très innovant. Là, vous voyez à l'écran, c'est l'un de ces sites de transformation de déchets. C'est un petit centre de traitement pour les déchets organiques. Donc, en fait, ils prennent les déchets organiques, notamment qui proviennent de la cuisine, donc ce qu'on appelle des bioproduits alimentaires. Et plutôt qu'ils soient incinérés ou qu'ils soient envoyés dans des déchetteries, eh bien, ils sont transformés pour créer un nouveau produit. Donc, non seulement ils arrivent à générer de l'énergie, mais également du compost. Donc, au final de cette unité, ils arrivent à tirer 3 produits, y compris du compost et de l'énergie. Donc, ils le font de 3 manières différentes. C'est un système, un modèle d'entrepreneuriat. Et donc, ce type de transformateur est mis au niveau local, donc ils essayent d'avoir une distribution au local et cela crée des emplois, notamment dans cette économie bio. Et donc, ils essayent de faire en sorte que les gens conçoivent les déchets tout à fait différemment comme une autre source de valeur. Et cela réduit également les transports. C'est en Sierra Leone et Afrique du Sud, oui. Ils sont présents là-bas. Cette entreprise est présente dans ces 2 pays. Donc, très bien. Est-ce que peut-être que nous allons passer à une session de questions-réponses?
Il y a une question qui demande, Nick, pour la ferme, comment est-ce que se fait le compost? Alors, le biodigesteur crée des boues, une sorte de boue des excréments. Est-ce que c'est traité après? Non, ça n'est pas traité. Je crois qu'elle l'utilise directement. Par ailleurs, nous allons bien entendu partager avec vous des résumés de ces exemples et après le webinaire, eh bien, nous enverrons d'ailleurs à l'équipe écrit des adresses de sites internet pour que vous ayez accès à plus d'informations sur ces différents exemples. Merci pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas aussi à partager vos propres exemples, que ce soit des exemples personnels. Saïné, c'est quoi d'ailleurs? Et wake également, ce sont certains des aliments qui étaient mentionnés au début dans la nourriture préférée des gens. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Ah, il y avait une autre question de Johanna. Est-ce que l'agriculteur travaillait avec une organisation en particulier? Non, je crois que c'était la ferme qui était la ferme de son mari. Et je crois que la manière dont elle nous en a parlé, c'est qu'il y a des lois sur l'héritage. Et si on a 5 ou 6 enfants en Ouganda, eh bien, ces grandes fermes sont partagées entre les différents enfants et donc au final, eh bien, les enfants héritent de toutes petites parcelles. Et je crois que cette femme-là, en l'occurrence, eh bien, c'était son cas, elle avait hérité d'une toute petite parcelle. Elle était également vétérinaire et elle travaillait avec le ministère de l'Agriculture, je crois. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Je donnerai d'autres informations sur elle. Ah, les gussi, ce sont des graines de melon que l'on utilise au Nigeria pour les soupas, d'accord? Je ne le savais pas. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas que ça s'utilisait dans les soupes. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Oui, Margaret nous a un peu parlé de Dr Naliwima. C'est un excellent exemple d'économie circulaire. Merci beaucoup. Merci. Dr Shikoko. Il y a des exemples de riz noir. C'est quelque chose qui a été fait à partir des années 90 et il y a plus d'une centaine de milliers d'agriculteurs qui utilisent maintenant en Asie cette synergie avec la pisciculture et donc ça lui permet d'avoir du riz. Au début, il avait du riz et ensuite il a des œufs, des légumes, du poisson. Et donc, c'est vraiment l'approche circulaire qu'on aime. Nous allons continuer à regarder les questions et les commentaires dans le chat, mais on va peut-être pouvoir passer à la deuxième partie de cette présentation. Donc, l'alimentation. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on se concentre sur l'alimentation en particulier et à ce moment-là, on avait réalisé que les systèmes alimentaires mondiaux, malgré les apparences, étaient jalonnés de défis, en particulier dans 3 domaines. Tout d'abord, il y a beaucoup de déchets qui en sont générés. Une grande proportion de la nourriture produite est jetée. Ou bien parfois, il y a même des pertes entre le moment de la récolte et le moment de la mise sur le marché. Mais également, on s'est rendu compte que la manière dont on produisait était très mauvaise pour
euh, pour les terres, mais également pour notre santé. Et 25% de la pollution vient de la production alimentaire. Plus de 8,5 millions de personnes sur la Terre ont faim et plus de 1 milliard de personnes dans le monde est en situation d'obésité. Donc, c'est un système qui doit changer. En 2018, nous avons fait une analyse détaillée des systèmes alimentaires mondiaux et vous verrez ici un résultat de nos résultats. Pour 1 dollar dépensé dans l'alimentation, eh bien, on dépense 2 dollars en impacts négatifs. Alors, d'un côté, la consommation, c'est une partie des impacts négatifs, donc l'obésité, la faim, les maladies chroniques métaboliques. Et le deuxième volet de cet impact négatif, c'est la production, donc la manière dont nous produisons cette nourriture. Donc, les émissions de carbone, la pollution des eaux, etc. La contribution à la pollution de l'air, notamment. Donc, comment est-ce qu'on peut changer cette situation? C'est une question que nous nous sommes posées. Et dès le début, eh bien, nous avons compris que c'était les villes qui avaient la clé de la solution. Emma, tu as la parole. Oui, donc nous avons l'hypothèse suivante. Les villes, c'est l'endroit où commencer pour mettre en place des actions. Puisque de toute façon, la population mondiale est en train de s'urbaniser, la plupart de l'alimentation arrive dans les villes. Et d'ici 2050, nous pensons que plus de 70% de l'alimentation sera destinée aux villes. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes dans un système linéaire avec une production qui n'est pas saine et qui engendre en plus des déchets. Dans les villes, cela coûte de l'argent pour traiter, pour collecter les déchets. Et cela crée également des problèmes sanitaires pour les citoyens des villes. Donc, il faut que les villes réinventent leur rôle. Il faut que ce ne soit plus... il faut que ces villes se transforment en point de transition, de transformation pour ces éléments. Donc, les villes peuvent prendre des mesures sur ce que l'on appelle les 3 domaines d'ambition. Ces 3 domaines sont sous-tendus par l'économie circulaire. Donc, les villes peuvent se fournir dans des endroits qui sont bons pour la biodiversité, qui réduisent les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, etc. Mais les villes peuvent également mieux valoriser leur nourriture. Donc, c'est tout le système, il faut revoir tout le système de déchets de manière générale. Dès qu'on a parlé, quand on regarde la nature, le concept de déchets, il n'existe pas. Dans la nature, normalement, les déchets d'un arbre devient la nourriture d'un insecte ou d'une autre plante. Et tous ces micro-organismes, ils vont rentrer dans le sol. Donc, il faut que nous nous inspirions de la nature et créer un système qui valorise au mieux et qui tire profit au mieux de la nourriture dans les villes. Et cela inclut de se concentrer sur ce qui est lié à l'agriculture, donc le compost, la nourriture, notamment également pour le bétail, mais également la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans les bioénergies et les coproduits de traitement du sol, entre autres. Par ailleurs, il y a une troisième ambition sur le design alimentaire et le marketing. Donc, il faut se concentrer sur une partie de l'alimentation qui est transformée à partir d'ingrédients premiers et qu'ils sont transformés en produits qu'on voit sur les marchés, dans les restaurants, etc. Et une ou plusieurs personnes ont dû prendre des décisions pour designer cette nourriture qui nous est ensuite présentée dans notre système alimentaire. Alors pourquoi et comment faire en sorte que le système nous mette à disposition de la nourriture
qui soit bonne, qui soit délicieuse, qui soit appétissante, mais qui soit également bonne pour la santé. Et il faut utiliser nous-mêmes ces systèmes marketing pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de nourriture nutritionnelle et qui soit aussi attrayante que possible. Donc voilà les 3 aspects principaux sur lesquels nous demandons des ambitions et nous savons que si d'ici 2050, eh bien, les villes s'engagent à améliorer ces systèmes, on verra des impacts extrêmement positifs qui s'élèveront à 2,7 milliards de dollars d'ici 2050 dans différents aspects, notamment l'aspect, les domaines économiques, l'aspect de la santé, mais également ce sera très bénéfique également pour l'environnement. Si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous encourage à aller sur le site internet de la Fondation d'Ellen MacArthur, puisque vous pourrez y lire le rapport qui a été publié au Forum économique mondial en janvier 2019 sur les villes et l'économie circulaire alimentaire. Et ça vous permettra également de regarder comment les questions d'économie circulaire s'insèrent dans les défis liés au changement climatique, puisque nous savons qu'il y a une partie du combat contre le changement climatique qui est lié aux émissions. Et nous le savons, l'agriculture et de manière générale, les systèmes alimentaires contribuent énormément à la pollution et notamment aux émissions. Donc, dernier sondage, Ryan, j'aimerais que vous le montriez aux participants. Oui, d'ailleurs, nous avons des questions qui nous ont été posées. Solo, notamment, nous a posé une question et on y reviendra. On reviendra à cette question sur les limites de l'économie circulaire. C'est une question extrêmement pertinente et je vous assurerai que je ferai de mon mieux pour répondre à cette question. Ryan, est-ce que vous pourriez montrer le prochain sondage, s'il vous plaît? Question suivante, s'il vous plaît. Et voilà, parfait. Donc, alors là, on veut que les participants nous disent quelles sont leurs priorités dans leur région. Est-ce que c'est la sécurité alimentaire, la résilience climatique, la santé et l'alimentation, l'environnement et la gestion des déchets, la réduction des coûts ou autre? Si c'est autre, eh bien, n'hésitez pas à nous donner plus de précisions. On vous donne 30 à 40 secondes. Donc, clairement, sécurité alimentaire, c'est vraiment le grand gagnant pour le moment. Ensuite, la santé et l'alimentation, l'environnement, la gestion des déchets, résilience climatique ensuite, réduction des coûts. Et on a quelques autres assez intrigants. On a des réponses dans le chat, notamment Johanna qui répond santé des sols et cycle efficace nutritionnel, ou alors rendre la nourriture accessible pour des millions de personnes pauvres en Afrique du Sud. Donc là, vous voyez les résultats. Fanny a dit qu'elle travaillait notamment sur l'amélioration des revenus des agriculteurs et également pour améliorer la résilience face au climat des agriculteurs. D'accord, très bien. Donc, je vais faire disparaître le sondage. Je crois que la sécurité alimentaire, clairement, est une priorité et c'est quelque chose en particulier à l'aune de la COVID-19 et des effets de la COVID-19
qui concerne toutes les villes avec lesquelles nous avons parlé à l'heure actuelle. Londres, New York, Sao Paulo. Quand on parle avec ces villes, ce sont les 3 villes avec lesquelles nous travaillons le plus à l'heure actuelle dans ce grand atelier sur l'alimentation. À chaque fois, on a parlé de la sécurité alimentaire et des mesures que les villes peuvent prendre afin d'améliorer la situation de la sécurité alimentaire dans les villes et comment elles peuvent travailler avec les différents acteurs, le secteur privé notamment, voilà, leur rôle. Donc ça fait écho avec ce qu'on voit ces derniers temps, donc c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on voit dernièrement. Donc voilà, voilà quelques illustrations que nous avons lancées juste après la journée sur l'alimentation mondiale en octobre. C'était une campagne qui posait des questions comme celle-ci. Et si votre nourriture, la nourriture que vous n'avez pas mangée, devenait quelque chose de délicieux? Donc, si c'est quelque chose de comestible, c'est pour leur montrer que la nourriture, si elle était comestible, eh bien, elle ne doit pas être considérée comme un déchet. Il y a trop de choses que l'on considère comme les déchets. Donc, il faut être innovant et voir la valeur des aliments où elle est. J'aime aussi beaucoup celle-ci. D'ailleurs, elle nous vient d'une campagne de l'équipe en Amérique latine. Elle est en portugais. Elle existe également en espagnol. C'est la question, quand elle est traduite, elle signifie « Et si votre petit déjeuner était bénéfique pour la nature ?» Donc, on essaye d'avoir repenser, euh, de repenser l'alimentation avec une touche positive sur la manière dont la nourriture peut engendrer une meilleure et plus de biodiversité. Et je crois que c'est très en lien avec la biodiversité, la sécurité alimentaire, et les différentes priorités dont vous venez de parler pendant le sondage. J'en ai un peu parlé il y a quelques instants, Sao Paulo, Londres, New York, voilà 3 villes partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis que nous avons lancé la Food Initiative en juin 2019. Nous nous concentrons sur un soutien aux municipalités, mais également aux acteurs locaux, donc que ce soit le secteur privé, les ONG, mais également des associations d'agriculteurs, tout le monde, tous les acteurs impliqués dans les systèmes alimentaires urbains. Donc, pour prendre cette économie circulaire et l'appliquer sur le terrain et voir les avantages, comment l'économie circulaire peut être utilisée comme un cadre pour que ces villes progressent et identifient leurs priorités de manière plus efficace. Nous travaillons également avec différents partenaires au niveau mondial. Vous voyez ici quelques-uns de leurs logos à l'écran. Nous travaillons notamment avec le secteur privé, des entreprises du secteur privé qui se trouvent à différents niveaux de la chaîne de valeur alimentaire. Veolia notamment, mais également des entreprises plus technologiques. Dune, entre autres. À nouveau, on aimerait parler maintenant de certains exemples pour rendre les choses un petit peu plus tangibles. Donc, moi, mon exemple là, nous vient de Tanzanie parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle BioButs. C'est un exemple parmi tant d'autres, d'ailleurs. On voit partout en Afrique parce qu'il y a des modèles assez similaires. Les protéines, agroprotéines en est une, il y en a une autre. Et ils utilisent des technologies qui sont disponibles depuis 400 millions d'années. Oui, 400 millions d'années. Ce n'est pas une technologie, en fait. Là, je parle bien entendu des insectes. Ils utilisent cette technologie avec son intellect. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent les insectes pour traiter les déchets organiques et les transformer en produits
qui vont générer des profits, qui vont générer des bénéfices, notamment eh bien, de l'alimentation pour le bétail, pour la volaille. Dans les villes africaines, la moitié des déchets est organique. Et donc, il faut l'utiliser, ces déchets, il faut les utiliser, ces déchets organiques, pour le traitement, pour plein de choses. On utilise des bioraffineries, donc ce sont des projets que l'on voit fleurir un peu partout en Afrique pour créer à nouveau de la nourriture pour les animaux ou même d'autres matériaux qui pourront être réutilisés. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'économie circulaire. Euh, Moi, je suis allée au Danemark, je suis allée dans un centre de traitement des déchets, même au Colorado également, et en général, eh bien, il y a des sites qui arrivent à générer de l'énergie. 2,5% de la demande énergétique aux États-Unis est liée au traitement de l'eau. Donc, si on arrive à non plus consommer de l'énergie, mais plutôt en créer, eh bien, ça va changer la donne. En Afrique, dans le sud de l'Espagne également, ils utilisent les algues de manière très créative pour réduire l'oxygène utilisé pour le pompage et le traitement de certains des déchets. Et ensuite, eh bien, ils utilisent les déchets de ces algues pour nourrir certains animaux. Donc, c'est vraiment l'approche de l'économie circulaire. Donc, BioButs utilise les restes, une fois que les insectes se sont délectés de ces déchets organiques, eh bien, au final, on a un compost qui est extrêmement riche, qui peut être utilisé pour les sols et qui donc peut ensuite être retourné à la terre autour des villes et ainsi soutenir la production alimentaire suivante. Donc, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de nourriture qui est consommée dans les villes, qui vient des alentours. Et donc, on arrive à vraiment avoir ce système où les déchets qui sont produits dans les villes, eh bien, ils sont réutilisés de différentes manières et vont, de manière circulaire, améliorer le système de l'agriculture. Ah oui, l'agriculture régénérative, ça c'est un autre système qui vise à mettre en place un système positif. Et j'aimerais vous parler de cet homme au Burkina Faso il est donc dans une zone très aride, pas du tout très peu de production. Pendant de nombreuses années, il utilisait des systèmes traditionnels. Il utilise maintenant le compost et grâce à cela, eh bien, il a réussi à transformer sa parcelle en une forêt extrêmement productive. Il a amélioré donc sa sécurité alimentaire et il a réussi à améliorer vraiment la santé et la nature et la biodiversité partout. C'est dans la région, donc c'est vraiment assez incroyable. C'est ce qu'on cherche, c'est ce type d'impact extrêmement positif que l'on cherche. Oui, et maintenant on va parler de Sao Paulo, un autre continent. Nous travaillons beaucoup à Sao Paulo et c'est très intéressant parce que depuis de nombreuses années, nous travaillons sur un programme Connect the Dots. Ça est très enrichissant. Et dans le cadre de ce projet, nous nous concentrons sur le renforcement des chaînes de valeurs agricoles pour trouver de nouvelles manières de soutenir différents acteurs et des agriculteurs via différents moyens, donc assistance technique, du renforcement des capacités, mais également nous essayons de travailler pour les faire utiliser des outils technologiques. Et vous voyez ici un graphique de ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle ce programme s'appelle Connecting the Dots, donc lier les points entre eux, puisqu'il y a un programme notamment alimentaire dans les écoles à Sao Paulo qui fournit des repas à tous les enfants. Et donc, ils se sont donné
objectifs. Ils voulaient 30% de nourriture bio. Ils voulaient améliorer cela dans la ville. Ils voulaient améliorer la demande et améliorer l'adoption d'approches régénératives par les agriculteurs autour de la ville. Donc ça, c'est un programme qui nous aide et qui aide les villes à comprendre comment elles peuvent tirer profit de leur pouvoir de demande en matière de demande et comment ils peuvent travailler avec les différents acteurs afin d'améliorer les différents systèmes alimentaires au sein. Voilà un des programmes sur lesquels nous travaillons à l'heure actuelle. Et maintenant, c'est le moment des questions et réponses. Nous espérons pouvoir répondre à autant de questions que possible. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui nous arrivent dans le chat et également dans les questions et réponses, dans la section de questions-réponses. Oui, il y en a un. Il y a une question sur la première partie de l'économie circulaire. Quelqu'un disait qu'il ne fallait pas trop romanticiser l'économie circulaire. Est-ce que vous pourriez nous donner les limites de l'économie circulaire? Alors, il y a un diagramme qu'on appelle le diagramme papillon qui montre l'économie avec tout d'abord les matériaux techniques, ce qu'on utilise pour les voitures, pour les téléphones et les matériaux biologiques, donc ce qu'on consomme, la nourriture, etc. Donc, c'est vrai que ça se concentre beaucoup sur les matériaux d'économie circulaire. Et si on suit le modèle d'économie circulaire, peut-être que ça ne fonctionnerait pas si on était uniquement comme ça, parce qu'il faut des enablers, il faut qu'il y ait les bonnes politiques, il faut des gens qui favorisent cette économie circulaire. Il faut effectivement des programmes pour inciter les gens à réparer leurs appareils. Il faut également, dans l'espace financier, dans le domaine financier, il faut impérativement des objectifs clairs. Il faut repenser les systèmes d'appel à projets et d'appel d'offres. Mais l'éducation également, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous concentrer. Le monde est complexe, ça n'est pas un système mécanique. Donc, l'économie circulaire en tant que telle, en tant que système de matériaux, effectivement, il n'est pas suffisant parce qu'il faut l'environnement qui va favoriser l'adoption de nouvelles pratiques. Par ailleurs, on parle également souvent de business model, de promouvoir des business models, de l'accès, de la possession. Est-ce qu'on a vraiment besoin de posséder des voitures, de posséder des choses? Mais il faut faire attention aux conséquences auxquelles on ne s'attend pas, parce que les business models et avoir des modèles d'économie circulaire, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura moins de choses qui seront produites. Donc, il faut faire attention. Il faut être vigilant. À nouveau, il faut des acteurs qui vont favoriser l'économie circulaire. Il ne s'agit pas uniquement d'un défi lié aux matériaux et aux matériaux utilisés et la manière dont ils le sont. Oui, par ailleurs, par rapport à l'alimentation en particulier, la diapositive où on disait que 1 dollar dépensé dans la nourriture engendre 2 dollars dépensés d'un côté les aspects liés à la santé, donc l'obésité, etc. Et de l'autre côté, donc les pesticides, la pollution de l'air, etc. Et en fait, l'économie circulaire, elle peut vraiment avoir un impact direct sur le deuxième aspect, donc la pollution, etc. Et ça peut probablement également améliorer l'accès à l'alimentation, à une alimentation qui soit saine. Et ça fait partie d'un système plus sain. Donc, l'économie circulaire peut contribuer à un meilleur système holistique et plus sain. Mais nous ne sommes pas des experts diététiciens et nous savons que ça ne va pas solutionner tous les problèmes en un claquement de doigts. Ça n'est pas la seule solution. D'ailleurs, en octobre dernier, nous avons publié un rapport, un article sur les systèmes alimentaires et la pollution. Et nous avons identifié 6 aspects sur lesquels il fallait se concentrer pour améliorer les systèmes alimentaires et réduire la pollution. Et nous nous sommes rendus compte que 50%
de ces problématiques pouvaient être solutionnées en partie grâce à l'économie circulaire. Il y a une question sur les raffineries et la mise à l'échelle des bioraffineries. Alors, l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt, donc notamment sur le Danemark, des centres de traitement des déchets qui génèrent de l'énergie, mais également des nutriments. Donc, au final, eh bien, en local, les agriculteurs peuvent utiliser les déchets produits. Eh bien, c'est un site qui est très grand et c'est tout à fait, la mise à l'échelle est tout à fait possible. L'agroprotéine en Afrique du Sud, qui prend les déchets organiques et qui les transpose en différents composts, eh bien, il traite plus de 2 millions 500 000 kilos par an. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle il ne serait pas possible de faire de la mise à l'échelle et d'avoir des projets de grande envergure. Il y a une question qui nous vient d'Yvan sur les villes très urbanisées. Souvent, la nourriture provient des zones périurbaines. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des zones urbaines, notamment sur la chaîne de production et d'approvisionnement alimentaire et les différents acteurs au-delà des villes? C'est une excellente question parce que c'est vrai qu'il faut augmenter l'agriculture urbaine. On pourrait, selon nos études, contribuer à un tiers des besoins alimentaires d'une ville grâce à l'agriculture urbaine, donc l'agriculture locale, y compris la zone périurbaine, avec des zones où il faut qu'il y ait également des zones rurales où il y a différents aliments qui seraient produits et ensuite envoyés à différentes villes. Il faut que les municipalités et les acteurs régionaux et les institutions de gouvernance travaillent de concert. Nous avons travaillé avec des villes, notamment au Portugal. Et si vous allez sur notre site internet, vous verrez qu'on a fait 4 études de cas sur des villes qui ont été publiées en 2019, notamment l'une sur Porto, au Portugal. Ils ont différentes villes qui ont des zones périurbaines qui se chevauchent entre différentes villes. Et donc, on a réussi à faire travailler ensemble différents acteurs au sein de ces zones périurbaines qui sont communes à différentes villes pour qu'elles échangent entre les villes, pour qu'elles trouvent des solutions collectives ensemble pour les différentes villes. Parce qu'une ville seule peut prendre des mesures, mais pour avoir un impact notamment sur l'agriculture dans une zone donnée ou un pays donné, c'est bien plus utile si les villes arrivent à prendre des mesures collaboratives et en ligne avec d'autres villes. Quelqu'un qui s'appelle Terango veut prendre la parole et montrer sa vidéo. Et Kira a également posé une question sur l'imitation de l'économie circulaire. Alors, Donna, pour ceux qui ne savent pas, imaginez qu'il y a un espace sûr pour l'économie circulaire, donc ce serait un cercle, et au-delà, eh bien, c'est les limites, le dépassement du seuil par exemple, des émissions, etc. Donc, et à l'intérieur de ce cercle, eh bien, dans l'économie circulaire, eh bien, on arriverait à répondre aux demandes et aux besoins élémentaires. Et le troisième élément clé de l'économie circulaire, c'est vraiment la régénération. Donc, on veut que l'économie ait un impact positif. Donc, je crois que c'est tout à fait complémentaire. Il y a une question sur Veolia et tous nos partenaires. Ce qu'ils font, comment ils sont mobilisés.
Emma va peut-être pouvoir répondre. Terunga, si vous vouliez poser votre question directement en vidéo, eh bien, vous pouvez prendre la parole. Que font les membres de notre conseil d'administration font et votre approche, quelle est votre approche? Alors, on va peut-être vous parler de ces programmes qui se concentrent sur les plastiques notamment et les économies de plastique, mais on en a un autre programme sur la mode circulaire. Donc voilà certaines des initiatives sur lesquelles nous travaillons. Plutôt. Et nous nous sommes rendus compte que certaines multinationales ont du pouvoir, en particulier dans certains domaines. Nous, là, on se concentre là sur l'alimentation. Et donc, nous avons été très stratégiques pour développer un groupe de partenaires, pour avoir vraiment une représentation de tous les acteurs au sein de la chaîne de valeur. Mais nous avons également des critères. Bien entendu, nous voulons des partenariats à long terme avec des partenaires qui sont engagés et qui ont la même vision que nous et qui veulent prendre des mesures. Notre rôle, eh bien, c'est de les aider à déterminer leurs ambitions au niveau mondial et les aider à la visibilité, à travailler notamment avec des villes telles que New York, Londres, Sao Paulo, Afrique de l'Est, la Chine. De plus en plus, on essaye de montrer ce à quoi pourraient ressembler leurs activités. Donc, ce que ça veut dire, de repenser un business model ou des produits ou des services. On essaie de montrer, on les utilise comme des vitrines pour montrer ce que peut faire l'économie circulaire. Donc voilà pourquoi nous travaillons avec ce type de grandes entreprises dans nos programmes. J'espère que vous aurez compris pourquoi. Et nous essayons de travailler avec eux. Nous sommes dans la première année de notre programme de 3 ans de mobilisation. Donc, on est tout au début encore, c'est les prémices. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Simplement, nous avons beaucoup d'espoir et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir vraiment fournir une vitrine et montrer quels sont les mécanismes pour faire en sorte que l'économie circulaire soit adoptée partout dans le monde, dans les systèmes alimentaires. Alors, il y a d'autres questions. J'aimerais simplement terminer avec la dernière partie de cette présentation. Ensuite, si on a un peu de temps pour les questions et réponses, eh bien, nous essayons de répondre aux questions parce que, à nouveau, on veut vraiment que ce soit très participatif. On veut s'assurer qu'on répond aux questions. Donc, on reviendra à vos questions un peu plus tard. Donc, oui, je voulais simplement parler un peu plus rapidement de comment vous pouvez vous impliquer plus. Eh bien, nous avons de nombreuses informations, notamment nos rappeurs. Nous avons publié au moins 23 rapports ces 10 dernières années. Tout est disponible sur le site emf.org. Il y a beaucoup de documentation, beaucoup de documents, notamment sur l'économie circulaire qui se concentre sur différents domaines de l'économie, différentes régions du monde. Et d'ailleurs, en septembre et en octobre, nous allons publier un document rédigé avec ICLEI, l'Université de Lagos et Chatham House. Et ce rapport se concentre sur les opportunités à saisir dans le cadre d'une économie circulaire appliquée en Afrique. Nous avons également un ensemble d'outils et de cadres. À nouveau, tout cela est disponible sur le site Internet. Je crois d'ailleurs que les gouvernements, les gens qui travaillent dans ce type qui travaillent dans des organes de gouvernance seront très intéressés parce que c'est un document et il y a notamment une boîte à outils qui est destinée aux décisionnaires politiques, notamment un document sur la manière de mettre en place un environnement favorable à l'économie circulaire. Et par ailleurs, il y a une communauté très interactive, un peu comme vous l'avez été aujourd'hui, comme vous l'êtes aujourd'hui. Nous avons sur LinkedIn plus de 10 000
abonnés, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on crée également de nombreuses vidéos, comme nous l'avons dit un peu plus tôt. On a organisé un atelier sur l'alimentation il y a quelques semaines de cela avec des chefs de Johannesburg, des chefs cuisiniers de Johannesburg, des innovateurs du Kenya, etc. Sur YouTube, vous verrez tout le contenu vidéo. C'est très, très intéressant. Par ailleurs, Emma, je crois que vous aimeriez parler de la manière dont vous pouvez vous engager, dont vous pouvez contribuer. Oui, c'est vrai, notamment les gens qui travaillent dans les villes, dans les municipalités. À l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur une série d'outils. J'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Maria a posé une question sur ce qui pourrait être utile en matière d'outils et de lignes directrices pour certains acteurs dans le système pour qu'ils prennent des mesures tangibles. C'est exactement ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Nous travaillons sur des outils et des ressources accessibles à toutes et à tous. L'un de ces outils, c'est un questionnaire. Et on l'appelle pour le moment le questionnaire sur l'économie circulaire alimentaire pour que les villes puissent s'évaluer dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, il s'agit de 12 questions. Elles sont assez directes, mais on veut votre feedback, on veut, puisque vous êtes un peu notre cible, vous êtes nos utilisateurs finaux. Notre but, c'est de comprendre si nos hypothèses sont confirmées et donc que ces outils peuvent être utiles à différents acteurs. Alors, eh bien, on va les rendre accessibles à toutes et à tous et ils seront disponibles pour vous. Ça n'a pas encore été publié, c'est encore à l'état d'ébauche, mais je vais vous donner des coordonnées. Je partagerai également un lien. Nous allons nous assurer qu'il vous parviendra pour que vous puissiez aller le voir, ce lien, dans les semaines à venir et vous pourrez ensuite, eh bien, nous donner vos commentaires. Il y a deux mesures. Tout d'abord, il y a deux différents flux, donc la nourriture, comment elle est, l'approvisionnement alimentaire. Et la deuxième section se concentre particulièrement sur la gouvernance et l'environnement favorable. Il y a également des liens avec des exemples qui nous proviennent de partout dans le monde, avec donc des ressources, pour que vous compreniez, pour que vous voyez ce qui est fait dans d'autres villes par d'autres acteurs. Et enfin, un score pour que vous compreniez où vous en êtes sur l'échelle de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un exemple de question. Par exemple, question 1A, est-ce que vous soutenez activement l'approvisionnement alimentaire de fermes périurbaines pour alimenter votre ville? Alors, vous pouvez répondre oui ou non. Oui, il y a différentes options. Oui, grâce à un système euh, de d'appels d'offres ou grâce à des campagnes de messages publics, etc. Donc, nous espérons que ce sera utile pour vous et pour vos villes. Comme ça, vous pourrez avoir une note et vous pouvez l'utiliser. Et vous pourrez l'utiliser, cet outil de notation, au fur et à mesure de votre parcours de transformation. Mais également, vous pouvez l'utiliser pour comprendre tout d'abord ce qu'est l'économie circulaire. Quand on l'applique à l'alimentation, on en a parlé aujourd'hui, c'est clair qu'il y a encore de nombreuses manières d'appliquer l'économie circulaire à l'alimentation. Ça n'est pas tout à fait directement compréhensible. C'est un nouveau concept de l'application de l'économie circulaire à l'alimentation et donc ça peut vous aider à mieux comprendre vous-même l'économie circulaire et comment elle s'applique à l'alimentation, mais également à l'expliquer à vos collègues et créer ces discussions. Donc, vous avez une série de 12 questions, comme je l'ai dit, dans le même format. Et ensuite, vous aurez un score entre 0 et 200, donc une note D et A, et qui vous donnera
votre niveau. D, c'est que vous êtes dans un système qui est tout à fait linéaire. Et A, ça veut dire que vous excellez en économie circulaire. Nous avons également créé un formulaire en ligne. Je vais mettre le lien dans le chat là tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, ce système, par le passé, mais c'est quand vous cliquez sur la page, vous pouvez simplement vous enregistrer, vous donner votre email, vous n'aurez pas de spam, pas de messages non sollicités et je vous encourage après le webinaire et dans les 2 semaines à venir à cliquer sur le lien qui vient d'être partagé avec vous et on fera en sorte qu'il soit envoyé au plus grand nombre. Nous aimerions autant que possible avoir vos commentaires à n'importe quel moment. euh, Écrivez des commentaires, on va les regarder, on va les lire. Vous avez jusqu'au 7 août pour partager avec nous votre feedback sur ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, regarder les questions qui figurent dans ce questionnaire. Ça, c'est quelque chose que nous sommes ravis de partager avec vous. Par ailleurs, un dernier point, nous avons go to log your feedback, just click into the appropriate form based on the initials at the bottom. You'll see surname begins with A to G. Nous avons nous avons créé les formulaires pour que vous puissiez répondre en fonction de la première lettre de votre nom de famille. Donc, faites attention à cela. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des think tanks, des groupes de réflexion sur l'économie circulaire dans l'alimentation? Alors, les think tanks, il y en a quelques-uns. Moi, j'aime Food Tank. Food Tank, c'en est un avec Daniel Nuremberg, oui. Food Tank. Et ils ont des newsletters hebdomadaires d'ailleurs, et je crois qu'ils créent des vidéos également. Oui, c'est une très bonne ressource. Food Rodel Institute, Food Regenerative Organic Certification. Je crois qu'ils viennent de finaliser une phase pilote, mais je crois qu'il y en a d'autres, d'autres think tanks. On pourra y réfléchir, on pourra vous donner des noms. J'aimerais répondre à une autre question. Ousmane nous a posé une question. Est-ce que les différents exemples sont soutenus par des politiques alimentaires? Alors, de l'Union européenne, du point de vue de l'Union européenne, eh bien, ils viennent de lancer une stratégie alimentaire et nous travaillons avec eux. Et donc, l'économie circulaire fait maintenant partie intégrante de leur stratégie. Donc, c'est un programme qui s'appelle de la ferme à la fourchette. Fanny a demandé à ce que l'on parle de plus d'exemples de transformation vers une agriculture régénérative. Alors, en Inde, ils ont un programme d'agriculture zéro budget, 150 000. C'est dans l'Uttar Pradesh. Il y a une très très grande ferme, zéro budget. Et donc, je crois que c'est très important parce qu'on a des gens qui adoptent ce type d'approche très tôt. Ils n'utilisent pas de produits phytosanitaires, ils ont des inoculants et des systèmes de distribution de nourriture différentes. Ils ont amélioré leur rendement, ils ont amélioré leur résilience. Malgré une fois, il y a eu il y a eu sur cette ferme, il y a eu des intempéries et tous les agriculteurs dans la région ont été impactés alors que lui, eh bien, sa plantation de bananes avait été quasiment sauvegardée ou du moins qu'elle avait bien mieux résisté. Donc, et c'est un projet qui est effectivement soutenu par le gouvernement. Et ça a du sens, c'est typiquement ce type d'initiative qu'on cherche. Jean-Michel, comment est-ce qu'on peut parler d'économie circulaire dans le cadre de perte des
connaissances. Alors, si vous avez des bons systèmes de collection de déchets et que vous arrivez à les valoriser, eh bien, c'est comme ça que vous arriverez à améliorer l'économie circulaire. Et comment est-ce que l'économie circulaire peut être appliquée chez soi, dans les foyers? Alors, j'ai écrit un article à ce sujet il y a 1 ou 2 ans de cela et je le partagerai un peu plus tard avec vous. Euh, pour le déchauffement de compétences, on encourage la réparation et la refabrication. Et cela, effectivement, ça requiert plus de compétences. Et il y a la possibilité, quand on a ce type d'approche, eh bien, ça a comme bénéfice d'améliorer et d'augmenter les compétences de chacun, plutôt que de les réduire. Oui, je crois que ça crée un nouveau système de la manière dont on voit la technologie et comment on comprend qu'on peut réutiliser les choses. D'ailleurs, aux Pays-Bas, je suis allée dans un dépôt de déchets où les gens pouvaient venir chercher des déchets, y compris organiques. Et il y avait également des studios d'entrepreneurs où il y avait des gens qui venaient récupérer des pétales de roses et ils en faisaient par exemple des parfums. Quelqu'un qui prenait des épluchures d'orange, pareil. Donc c'est vraiment intéressant. Oui, il y a un commentaire qui m'est resté en tête après l'un de nos événements d'apprentissage avec différents designers un peu plutôt jeunes. Et l'un d'eux a dit, ils étaient en train de partir de l'éditorium et il a dit, ah ben maintenant que je comprends ce que c'est l'économie circulaire, eh bien, je veux refaçonner le monde. Et je crois qu'au cœur de l'économie circulaire, c'est qu'il y a vraiment le potentiel pour des innovations. Si on comprend que les déchets peuvent vraiment nourrir le bétail, etc., il y a tellement d'idées créatives qui peuvent fleurir de cette approche. Il y a de nombreuses initiatives, de projets qui ont émergé pour former la nouvelle génération d'agriculteurs et agricultrices. Comment est-ce qu'on peut inclure ces connaissances techniques dans leurs pratiques? Il y a des sites, notamment aux États-Unis, où ils aident les jeunes, les adolescents, pour comprendre d'où la nourriture vient, ce qu'est l'approche régénérative. Et donc, ils créent un programme de stage. Et un jour, eh bien, peut-être que ces gens, eh bien, ces enfants, ces élèves, ces jeunes pourront s'insérer dans ce modèle économique. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Il faut impérativement faire le partage des connaissances et la transmission des connaissances. Jimmy Omal, je ne sais pas s'il est encore là. Il a parlé de l'Ouganda. Et d'ailleurs, nous y avons travaillé notamment sur un programme de ficherie. Goulou, c'est une ville qui est connue pour les mangues, je crois, non? Je crois que AgroCycle fait partie de ce réseau et il travaille sur une situation où il y avait un surplus de production de mangue pour en faire quelque chose avec de la valeur. Et donc, je crois qu'il travaille à Goulou. On en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs de Goulou. Donc, n'hésitez pas je sais que vous voulez travailler avec nous, c'est ce que vous nous avez dit. Eh bien, n'hésitez pas à vous informer sur ce sujet. Peut-être qu'on a une autre question avant que l'on rende la parole à Paul. On va peut-être conclure de toute façon. Oui, on va peut-être conclure. S'il y a des questions de dernière minute, eh bien, n'hésitez pas à les partager avec nous. On essaiera d'y répondre. Oui, je conclue. Très bien, alors c'est parti. Alors, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Voici une photo qui nous vient d'Éthiopie. Est-ce qu'on a des gens d'Éthiopie ici avec nous?
voilà ce à quoi ressemble un repas du éthiopien entre mercredi et vendredi lorsqu'il lorsque il mange. Je suis frappée par la diversité de la nourriture éthiopienne et de manière générale africaine. On a McCarty qui est avec nous aujourd'hui. Et c'était une chef et quand on a organisé notre atelier sur la nourriture, eh bien, elle a dit qu'il fallait impérativement capitaliser sur les connaissances traditionnelles et que c'était un vrai atout et qu'il fallait impérativement travailler à partir de ces connaissances traditionnelles et de ces traditions alimentaires. Super, je crois que s'il n'y a plus d'autres questions, euh, j'aimerais vous dire merci et j'espère que ce que nous avons partagé avec vous aura été utile. Nous travaillerons avec notre équipe de production pour nous assurer que vous avez accès à tous les liens et toutes les ressources dont nous avons parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui a été envoyé dans l'espace de discussion et à parler des différents outils pour les villes. Nous voulons vos commentaires, votre feedback et nous espérons que lorsque nous allons publier nos outils, eh bien, notre boîte à outils, eh bien, vous allez pouvoir nous donner également vos commentaires et que ça vous sera utile. Paul, vous avez... Merci beaucoup, Nick et Emma. Merci beaucoup aux participants d'avoir beaucoup posé des questions, d'avoir participé activement. Pour nous, il s'agit du début de projets sur l'économie circulaire et l'alimentation. Pour ce qui est des ressources, il y a assez de ressources pour vous que vous puissiez passer encore quelques heures sur ce sujet. Et nous allons les partager avec vous dans un email qui suivra la présentation et surtout l'email que nous allons vous envoyer avec les enregistrements audio. Merci encore, c'était une vraie source d'inspiration. Merci beaucoup de participer, de contribuer à ces processus. J'aimerais conclure avec quelques annonces sur des événements qui se dérouleront dans le cadre de l'African City Food Month. Le Cape Town Food Dialogues a commencé à faire la promotion de certaines vidéos. Donc, je vous encourage à aller sur leur site internet si vous aimeriez y participer. Ils sont basés au Cap, mais étant donné l'état du monde à l'heure actuelle, eh bien, c'est vraiment une initiative à portée continentale et nous aimerions que vous interagissiez. Ils ont une approche très noble de publication et ils ont également des engagements en ligne. Donc, ce sont des dialogues très interactifs. Et ensuite, il y a une conclusion également très enrichissante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la diapositive sur African City Food Month. La semaine prochaine, nous allons nous concentrer sur comment les petites entreprises dirigées par des jeunes et des femmes peuvent-elles améliorer nos systèmes alimentaires locaux. Ce sera le 29 juillet. Et pour conclure l'African City Food Month, nous allons avoir un webinaire sur l'avenir de nos systèmes alimentaires le 31 juillet. J'espère que vous serez présents également avec nous. Diapo suivante, Ryan, s'il vous plaît. Demain, sur un thème très similaire, il y aura un atelier sur l'incubation dans le domaine agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Dr Anne Rollin va prendre la parole. Elle est incroyable, c'est la présidente de l'Alliance Agripreneurship. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et dans le cadre de Rise Africa, pour repenser l'Afrique, eh bien, nous allons avoir un atelier sur l'importance de l'égalité des genres en temps de crise et comment passer de la théorie à l'action. Donc ça, ce sera le 28 juillet.
et nous allons parler de Rise Africa de manière générale. Et enfin, euh, le 4 août, il y aura un atelier sur la localisation des ODD, des objectifs de développement durable, et des leçons que l'on peut tirer de l'Afrique du Sud. À nouveau, je vous remercie infiniment à toutes et à tous de votre attention, de votre participation. Nous allons vous envoyer des liens et des ressources dont nous avons parlé par email. Nous vous souhaitons une excellente journée. Portez-vous bien.